Il en a bouffé 3, mais 3 comme ça, hein, c'est costaud, il en a bouffé 3. Et moi, À la fin de sa vie, Louis de Funès a confié une vérité que personne n'aurait imaginé entendre de la bouche de l'homme qui faisait rire toute la France. Lui dont l'énergie semblait inépuisable, lui qui transformait chaque geste en musique et chaque regard en éclat de comédie, avoua que certaines rencontres l'avaient marqué au point de ne jamais pouvoir être pardonné. Comment un artiste capable d'un tel génie comique pouvait-il garder en lui ces ombres silencieuses ? Pourquoi celui qui offrait tant de joie au public portait-il, dans le secret de sa mémoire, des mots et des gestes qu'il n'a jamais pu oublier ? Au fil des décennies, derrière les applaudissements et la gloire, se cachaient des blessures discrètes. Elles venaient de personnalités puissantes, d'alliés devenus rivaux, de confidences trahies. Louis de Funès les évoquait rarement, mais ceux qui l'ont connu racontent qu'il aurait murmuré un soir que 5 noms continuaient à résonner en lui comme des portes qu'on ne rouvre jamais. Ces 5 silhouettes ont laissé une empreinte durable dans le parcours d'un homme que la France croyait invincible. Et c'est seulement en regardant derrière lui que l'on découvre ce qu'il n'a jamais dit. Dans la mémoire collective française, Louis de Funès demeure cette force vive qui traversait l'écran comme une décharge électrique. Pourtant, bien avant de devenir l'un des piliers du cinéma populaire des années 60 et 70, il avait connu une ascension lente, presque fragile. Né dans une famille modeste, discret, timide même, il observait beaucoup avant d'agir. Ce regard attentif, presque chirurgical, deviendra plus tard la signature de son jeu, fait de détails, de nuances, de gestes millimétrés que personne ne pouvait imiter. Ses débuts furent laborieux. Pendant des années, il resta dans l'ombre, cantonné à des rôles minuscules, souvent effacés au montage. Mais chaque petit rôle était pour lui un apprentissage. Peu à peu, il devint ce comédien que les réalisateurs ne pouvaient plus ignorer. À partir des années 60, le public français découvrit ce volcan à la fois autoritaire et vulnérable, dont les colères théâtrales cachaient une sensibilité immense. Les succès s'enchaînèrent. Du gendarme à Rabbi Jacob, et Louis de Funès entra dans les foyers comme un membre de la famille. Ce triomphe public contrastait pourtant avec une réalité intime bien plus délicate. Sur les plateaux, il était perfectionniste, exigeant, parfois difficile. Non pas par caprice, mais par peur de décevoir. Une peur ancienne, nourrie de débuts instables et d'une reconnaissance tardive. Cette tension intérieure expliquait aussi pourquoi certaines paroles et certains comportements le blessaient profondément. La moindre trahison prenait des proportions immenses. Une promesse non tenue, un manque de respect, une rivalité cachée venaient toucher une part fragile de lui que très peu comprenaient. Ce contraste entre l'homme public et l'homme privé éclaire aujourd'hui la raison pour laquelle certaines rencontres laissèrent des marques indélébiles. Pour Louis de Funès, le succès n'avait jamais effacé la mémoire des blessures, ni la conviction que certaines personnes avaient franchi une limite qu'il ne pourrait jamais oublier. Numéro 5. Michel Audiard. Dans la mythologie du cinéma français, Michel Audiard occupe une place singulière, celle du dialoguiste fulgurant, insolent, maître des phrases qui claquent et qui brûlent. Louis de Funès admirait ce talent. Cette capacité rare à donner à chaque personnage une voix reconnaissable entre toutes. Pourtant, derrière l'admiration professionnelle, la relation entre les deux hommes fut marquée par une tension que le temps n'a jamais complètement apaisée. Lorsque Funès accède véritablement à la gloire dans les années 60, Audiard règne déjà sur les dialogues de tout un pan du cinéma populaire. Les producteurs rêvent de les réunir plus souvent, mais ce mariage artistique se heurte rapidement à un choc de tempérament. Audiard aime la liberté, l'irrévérence, le mot cru, l'humour parfois mordant. Funès, lui, travaille au millimètre, surveille le rythme, sculpte chaque geste comme un musicien perfectionniste. Audiard considère cette précision comme une forme de rigidité. Funès, au contraire, juge certaines répliques d'Audiard trop rapides, trop écrites pour son jeu physique, comme si les mots voulaient prendre le dessus sur le mouvement. Un jour, lors d'une séance de lecture, Audiard aurait lancé avec ce sourire narquois qu'on lui connaissait bien qu'un acteur qui, grimace trop, finit toujours par étouffer la musique des paroles. Funès, profondément touché, ne dit rien. Mais ceux qui l'observaient ce jour-là virent son visage se fermer imperceptiblement, comme si quelque chose venait de se briser. Car ce que Funès protégeait le plus au monde n'était pas son image, mais son art.
Son style comique, qu'il avait mis des années à polir, appartenait à une sensibilité intime que peu comprenaient vraiment. La phrase d'Audiard, même prononcée avec légèreté, résonna en lui comme un jugement définitif. De son côté, Audiard n'appréciait pas toujours la manière dont Funès remodelait certaines scènes pour les adapter à sa mécanique comique. Il y voyait parfois une forme d'ingérence, presque une trahison de l'esprit original du texte. Deux créateurs intransigeants, deux volontés de faire, deux visions du comique qui se frôlaient sans jamais se fondre. Avec le temps, ils ne se croisèrent plus que rarement. Pourtant, Funès n'oublia jamais ces mots. Il ne lui en voulait pas comme on en veut à un ennemi, mais comme on en veut à quelqu'un qui a touché une fragilité que l'on dissimule depuis toujours. Dans le silence de ces dernières années, le nom de Michel Audiard revenait parfois comme un souvenir à la fois brillant et douloureux, celui d'un homme qu'il aurait voulu comprendre, mais qu'il ne put jamais vraiment pardonner. Numéro 4. Jean Gabin. Jean Gabin, monument du cinéma français, représentait tout ce que Louis de Funès admirait et redoutait à la fois. Gabin était la stature, la voix grave qui impose, l'autorité naturelle que nul n'ose contredire. De Funès, plus discret, plus anxieux, avait gravi les échelons avec patience et obstination. Entre eux, il n'y eut jamais de conflit ouvert, jamais de scène éclatante, mais une tension sourde qui, des années plus tard, demeurait une blessure que Funès ne parvenait pas à effacer. Leur première rencontre a lieu à une époque où Funès n'est encore qu'un second rôle. Gabin, lui, est déjà une légende vivante. Funès admire l'homme tout en tremblant devant lui. Il sait que Gabin est exigeant, intransigeant, et qu'il ne tolère ni l'approximation ni l'hystérie. Sur un plateau, la présence de Gabin suffit à imposer le silence. Funès ressent cette force comme un poids invisible qui limite son propre espace de création. Lorsque les deux acteurs se croisent à nouveau dans les années 60, Funès est devenu un nom incontournable, mais Gabin reste la montagne immobile devant laquelle chacun s'incline. Certains témoins racontent que Gabin, peu séduit par le comique explosif de Funès, aurait laissé échapper quelques remarques sèches, insinuant qu'un acteur ne devrait jamais se cacher derrière la grimace pour éviter la vérité d'un rôle. Une phrase que Funès ne commenta jamais, mais qui le frappa de plein fouet. Car derrière l'énergie et les colères théâtrales se trouvait un homme sensible, habité par une peur tenace d'être jugé, d'être perçu comme un artiste de seconde catégorie face aux géants dramatiques. Dans les cercles du cinéma, Gabin était respecté au point de devenir une référence morale. La moindre critique venant de lui prenait l'allure d'un verdict. Funès avait toujours rêvé d'un signe de reconnaissance, d'un regard complice ou d'un encouragement, mais il ne reçut que distance et froideur. Cette absence de geste, cette indifférence presque majestueuse, fut pour lui une blessure plus profonde qu'un conflit déclaré. Avec le temps, Funès comprit que Gabin ne lui en voulait pas. Gabin appartenait simplement à une autre école, une autre façon de penser le jeu, une autre vision du cinéma. Mais cela n'effaça pas la douleur. Jusqu'à la fin, le nom de Jean Gabin évoquait chez Funès un mélange étrange de respect, d'admiration et de ressentiment silencieux. Comme si un pont n'avait jamais été construit entre deux mondes qui auraient pourtant pu se comprendre. Pour Louis de Funès, Jean Gabin resta l'ombre d'une reconnaissance jamais accordée, une porte qui demeura fermée et qu'il ne put jamais pardonner. Numéro 3. Darry Cowle. Darry Cowle, musicien virtuose devenu comédien par accident, possédait ce charme désinvolte qui semblait défier toutes les règles du métier. Là où Louis de Funès travaillait chaque geste comme une note essentielle d'une partition invisible, Darry Cowle improvisait, oubliait ses répliques, s'égarait volontairement dans des chemins inattendus. Ce chaos contrôlé amusait certains réalisateurs, agaçait d'autres, mais pour Funès, il représentait une menace pour l'équilibre fragile de son art. Leur première véritable collaboration fut une rencontre entre deux univers incompatibles. Funès ne comprenait pas comment Cowle pouvait se permettre une telle légèreté sur un plateau, comment il pouvait jouer sans préparation, sans répétition précise, comme si la scène n'était qu'un terrain de jeu. Funès, dont la rigueur confinait parfois à l'obsession, ressentait cette attitude comme une forme d'irrespect, non seulement envers lui, mais envers le cinéma lui-même. Un jour, lors d'un tournage où la cadence devait être millimétrée, Darry Cowle oublia à plusieurs reprises une réplique pourtant capitale. Le réalisateur, amusé, laissa faire. Funès,
lui, perdit ce calme fragile que seuls les plus proches connaissaient. Il s'approcha de Cole en silence et lui murmura une phrase que plusieurs techniciens ont entendue sans jamais la répéter mot à mot. Mais l'on sait qu'elle parlait de discipline, de confiance et de responsabilité. Cole, fidèle à son tempérament, répondit par un sourire, un haussement d'épaules presque enfantin. Et c'est précisément ce sourire qui blessa Funès plus profondément que n'importe quelle critique. Car il y vit une sorte d'indifférence à son travail, à son exigence, à son dévouement total. Darry Cole, pourtant, n'avait aucune intention de blesser. Il vivait dans un univers mental flottant, un monde où les contraintes glissaient sur lui comme la pluie sur une vitre. Pour lui, jouer devait rester un plaisir spontané. Pour Funès, c'était une responsabilité sacrée. Leur opposition n'était pas un conflit, mais un choc de philosophie. Mais c'est souvent ce genre de choc que Funès ne parvenait pas à pardonner, surtout lorsqu'il touchait à son rapport intime à l'art. Dans les années qui suivirent, les deux hommes s'éloignèrent naturellement. Funès parlait rarement de Cole, mais lorsqu'il le faisait, une nuance étrange traversait sa voix, mélange d'agacement ancien et de déception muette. Car il savait qu'ils auraient pu créer ensemble quelque chose d'immense si leurs univers n'avaient pas été si éloignés. Cette impossibilité, plus que le comportement de Cole lui-même, resta pour lui une blessure ouverte. Darry Cole devint ainsi, dans la mémoire silencieuse de Louis de Funès, l'image d'un artiste qu'il ne put jamais comprendre, ni accepter, ni pardonner entièrement. Numéro 2, Jean Giraud. Jean Giraud occupe une place paradoxale dans la vie de Louis de Funès. Il fut l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, le réalisateur qui l'accompagna dans les films du gendarme et dans plusieurs comédies devenues cultes. Mais derrière cette longévité artistique se cachait une relation plus complexe qu'elle ne le laissait paraître. Funès respectait le talent de Giraud, sa capacité à orchestrer un plateau avec méthode, mais il existait entre eux une tension muette, une divergence profonde sur la manière de créer. Au début, leur association semblait idéale. Giraud comprenait le rythme comique de Funès, savait construire des scènes qui amplifiaient son énergie volcanique. Funès, en retour, offrait à Giraud des succès phénoménaux qui installèrent le réalisateur au sommet du cinéma populaire. Mais avec le temps, la mécanique se dérégla. Giraud aimait les structures claires, les répétitions ordonnées, une forme de discipline qui enfermait parfois Funès. Celui-ci, perfectionniste jusqu'à l'obsession, voulait un contrôle plus grand sur les détails, les gestes, les mouvements, presque comme s'il dirigeait lui-même le film à travers son jeu. Un épisode précis revient souvent dans les témoignages. Alors qu'il tournait une scène du gendarme, Funès proposa une variation subtile qui renforçait la tension comique. Giraud refusa sèchement, estimant que la version prévue suffisait. Funès insista, Giraud s'agaça. Et ce qui n'aurait dû être qu'un simple désaccord technique devint une zone de froid durable. Funès aurait confié plus tard qu'il s'était senti humilié, non par le refus, mais par le ton utilisé, un ton qu'il jugea condescendant. Pour un homme aussi sensible, dont la fragilité se cachait derrière l'autorité scénique, cette blessure demeura vive. Plus tard, certaines rumeurs circulèrent. On disait que Giraud trouvait Funès trop envahissant, trop exigeant, qu'il aurait préféré un comédien plus malléable. D'autres racontaient que Funès estimait Giraud trop rigide, trop peu ouvert à l'improvisation, incapable de saisir l'intuition fulgurante qui faisait la force de ses personnages. Rien de tout cela ne fut jamais confirmé, mais dans les silences entre deux scènes, dans les regards échangés sans un mot, une fracture s'était installée. Le plus douloureux pour Funès fut peut-être le sentiment que Giraud n'avait jamais compris l'ampleur de son engagement, ni la part d'angoisse derrière chaque geste comique. Une incompréhension persistante qui transforma un duo mythique en une collaboration nécessaire, mais jamais apaisée. Ainsi, Jean Giraud devint pour Funès l'image d'un partenaire que l'on ne peut ni fuir ni vraiment rejoindre, un compagnon de route indispensable, mais impossible à pardonner entièrement. Numéro 1, Bourvil. Parmi toutes les figures que Louis de Funès a croisées dans sa carrière, aucune n'a laissé une trace aussi douloureuse et silencieuse que Bourvil. Le public les imagine encore comme un duo indissociable, complémentaires comme deux couleurs qui s'illuminent l'une l'autre. Les scènes du Cornio et de la Grande Vadrouille semblent témoigner d'une entente parfaite. Mais derrière l'icône, derrière l'évidence apparente de leur complicité, se cache une histoire plus fragile,
plus humaine. Et pour Louis de Funès, impossible à pardonner totalement. Funès admirait profondément Bourvil. Il voyait en lui une douceur rare, une humilité sincère, une forme d'innocence qu'il n'avait jamais rencontrée chez d'autres partenaires. Bourvil, lui, trouvait chez Funès l'étincelle, la nervosité géniale, la précision qui donnait à leur scène une dimension presque musicale. Sur l'écran, ils semblaient se comprendre sans parler. Pourtant, cette harmonie apparente dissimulait une blessure qui ne cessa de grandir. La première fissure survint lorsqu'ils devinrent, presque malgré eux, rivaux dans le regard du public. Bourvil incarnait la tendresse, Funès l'excès lumineux, deux pôles complémentaires, mais dont les comparaisons incessantes finirent par peser lourd. Les critiques, parfois cruelles, laissaient entendre que Bourvil portait l'émotion, tandis que Funès n'apportait que le bruit. Cette vision blessait profondément Funès, qui voyait dans ses propos une remise en cause de son art, de ses années de travail acharné, de sa vulnérabilité cachée derrière les grimaces. Un épisode en particulier scella la fracture. Lors d'un déjeuner de production, un journaliste, cherchant à provoquer, demanda à Bourvil lequel de deux était le véritable cœur comique du duo. Bourvil, pris au dépourvu, répondit une phrase que l'on qualifia plus tard de maladresse, mais qui résonna comme une morsure pour Funès. Il aurait dit, avec son sourire timide, que lui apportait la vérité et que Funès apportait le mouvement. Une phrase simple, peut-être anodine, mais qui toucha la part la plus fragile de Funès, celle qui se battait depuis toujours pour être reconnu comme un véritable acteur, et non seulement comme une mécanique comique. Bourvil s'excusa plus tard, comprenant trop tard l'impact de ses mots. Mais Funès, hypersensible, ne put jamais vraiment oublier. Ce n'était pas Bourvil l'homme qu'il ne pardonnait pas, mais la blessure qu'il associait à lui. La blessure d'avoir senti, l'espace d'un instant, que même son compagnon le plus cher ne voyait pas la profondeur invisible de son travail. Lorsque Bourvil disparut, Funès porta ce chagrin comme un secret. Il l'admirait toujours, le respectait infiniment, mais une ombre demeurait. Une ombre faite de regrets, de non-dits, et de cette phrase qui avait fissuré un lien que le cinéma avait rendu mythique. Pour Louis de Funès, Bourvil resta jusqu'au bout le nom le plus doux et le plus douloureux à la fois, celui qu'il n'a jamais pu pardonner entièrement parce qu'il l'avait trop aimé. Lorsque l'on relit la trajectoire de Louis de Funès, on découvre un homme bien différent de l'image flamboyante qu'il projetait à l'écran. Derrière les éclats de colère savamment orchestrés, derrière l'énergie presque mécanique de son comique, vivait un cœur sensible, blessé par les non-dits, par les maladresses, par les gestes interprétés comme des trahisons. Les 5 noms qui l'ont marqué n'étaient pas des ennemis, mais des fragments de son propre parcours, des miroirs de ses failles, des rappels de ce que signifie grandir sous les projecteurs. Jean Lefebvre représentait la confusion, ce sentiment d'être soudain déstabilisé par un mot ou un sourire mal placé. Michel Audiard incarnait la peur d'être jugé dans son art même, là où il se sentait le plus vulnérable. Jean Gabin symbolisait la reconnaissance absente, ce vide que même la gloire ne parvient jamais à combler. Darry Cole évoquait l'incompréhension irréductible entre deux visions du métier. Et Bourvil, enfin, portait la blessure la plus intime, celle qui mêle respect, admiration et fragilité. Ces 5 rencontres n'étaient pas des déchirures définitives, mais des cicatrices que Funès n'a jamais réussi à oublier. Elles témoignent d'une vérité profondément humaine, souvent méconnue du grand public. Louis de Funès n'était pas seulement un virtuose du rire, il était un homme habité par le doute, par l'exigence, par une sensibilité aiguë qui transformait la moindre déception en blessure durable. Et peut-être que c'est cela, au fond, qui le rend encore si proche de nous aujourd'hui. Sa grandeur ne résidait pas seulement dans son génie comique, mais dans sa manière d'aimer, de souffrir et de se battre pour que chaque scène porte un peu de sa vérité intérieure. Ainsi, derrière le rire immortel, demeurent ces ombres qui ont façonné l'homme autant que l'artiste.